Voilà, tout le monde est à peu près assis, en place. Je remercie les conseillers municipaux de leur présence. On a 2 procurations en ce qui concerne le groupe majorité. Et je remercie également le public pour son assiduité à ces réunions. C'est important d'y être et nous vous accueillons aussi avec beaucoup de plaisir. Voilà, alors nous avons un ordre du jour relativement chargé, 16 points. Il faut comprendre que dans la mise en place d'un conseil municipal, dans une nouvelle mandature, il y a installé toutes sortes de commissions, d'instances internes ou de participation à des organes avec lesquels les communes sont en relation. Alors c'est un peu fastidieux, mais il faut le faire. Nous étions hier à la réunion du conseil communautaire. Il y avait 50 points à l'ordre du jour, mais qui ont été traités dans des délais raisonnables. Donc nous allons essayer d'agir de la même façon. Je voudrais, en ouvrant ce conseil, vous donner quelques éléments relatifs à l'actualité. Le premier point concerne le Covid, puisque le préfet de l'Hérault m'a envoyé un texto il y a quelques instants pour me dire qu'un arrêté préfectoral rendait le port du masque obligatoire à compter de demain matin en ville, jusqu'au 12 octobre, à charge ensuite de voir comment la situation pourra évoluer. Clermont fait partie des villes qui sont soumises à cette obligation. C'est à peu près toutes les villes d'une certaine importance du département, à l'exception de l'Odève, qui n'est pas touchée. Mais les autres alentours, Gignac, Saint-André, Pézenas, etc., le sont. Donc ça, c'est une première information. Ensuite, vous dire que, compte tenu de la nécessité que nous avons eue jusqu'à présent d'installer encore ce soir des commissions, etc., je souhaite que très vite nous abordions des sujets qui concernent davantage la politique de notre cité. C'est la raison pour laquelle, lors du prochain conseil municipal, qui aura lieu vraisemblablement le 5 novembre, nous vous proposerons un débat d'orientation générale pour parler d'autre chose que de technicité notariale, finalement. Et je demande aux conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou des minorités, s'ils le souhaitent, de formuler des propositions de questions à l'ordre du jour, de telle sorte qu'on bâtisse un ordre du jour global et collectif et qu'on ait une séance prochaine un peu plus vivante que jusqu'à présent. Je voudrais également, très rapidement, faire un point sur la rentrée scolaire. Vous savez que c'est un dossier qui nous a bien occupés. Pour vous rappeler que nous avons, c'est intéressant à savoir, 3224 élèves scolarisés à Clermont, de la maternelle au lycée, tous établissements confondus. Les écoles publiques maternelles et élémentaires, qui sont de compétence communale, vous le savez, accueillent 712 enfants. 712 enfants. La baisse des effectifs se confirme, comme chaque année depuis le pic qui avait été atteint en 2016 avec 809 enfants. Donc il y a une relative décrue du nombre d'enfants dans les maternelles et les élémentaires. Le taux de fréquentation des services périscolaires est en léger repli par rapport à la même période de 2019, entre 3 et 4% de moins. Le taux d'inscription à la cantine reste supérieur à 60%, 60% des enfants qui mangent à la cantine, et il est proche de 40% à l'accueil du matin et supérieur à 53% à l'accueil du soir. Voilà quelques données qui permettent de camper le décor. Alors bien sûr, la crise sanitaire est passée par là. Il y a des craintes de certains parents lorsqu'il faut remettre leurs enfants dans un environnement collectif. C'est pas très simple. Et on constate aussi une hausse sensible
des déclarations d'enseignement à domicile. Voilà, les parents qui, pour des raisons globales, générales, éducatives ou peut-être à cause de la crise sanitaire, préfèrent garder les enfants à la maison, mais il y a des procédures particulières, il faut un accord de l'éducation nationale pour parvenir à ça. Alors, la mauvaise surprise que nous avons eue le vendredi précédant la rentrée, qui était un mardi, a été l'avis défavorable de la commission de sécurité relatif à l'école Villars, à l'accueil des enfants de l'école Villars, à quelques jours de la rentrée, ce qui nous a conduit à fermer l'école, puisque nous avions à la fois un avis défavorable de la commission de sécurité et une demande de fermeture immédiate. Bon, alors, confronté à ça, le vendredi à Villars, nous avions tout un bataillon de gens amenés par le sous-préfet, l'inspectrice de l'éducation nationale, les services de sécurité, enfin tout le monde était présent pour constater que nous devions appliquer cet avis défavorable et cette demande de fermeture immédiate. Et donc il nous a fallu, dans la foulée, le vendredi en fin de matinée, avec une réunion un peu de crise à la mairie, et le vendredi après-midi, trouver des solutions pour redéployer les enfants de Villars dans des lieux où ils pouvaient être accueillis de manière sécurisée, dans de bonnes conditions. C'était pas simple d'avance. Et donc je remercie toutes les personnes qui, autour notamment de l'adjointe à l'éducation, se sont mobilisés, et aux enseignants également, aux ASEM, se sont mobilisés pour trouver des solutions. Ces solutions, nous les avons trouvées à marche forcée. Il y avait une classe vacante à Prévert, maternelle, et une classe vacante à Jules Verne, et ensuite il y avait 2 préfabriqués à Rostand qui ont permis, dans l'urgence, d'accueillir les enfants. Et nous avons immédiatement commandé une structure Algeco, qui coûte fort cher d'ailleurs, en location, pour faire passer les enfants des préfabriqués de Prévert à ces Algeco. Voilà. Donc l'opération s'est bien passée. Moi j'ai pu constater jeudi dernier que les enfants étaient accueillis dans de bonnes conditions, tout le monde était sur le pont, il fallait sécuriser, notamment l'axe routier, mettre des grillages, etc., etc. Ça n'a pas été simple, j'ai discuté avec les enseignants, avec les ASEM, avec des parents, surtout pour expliquer la genèse de cette histoire. On en est arrivé là parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. Et d'ailleurs, j'indique qu'on est dans une situation différente, mais qu'il va falloir gérer attentivement en ce qui concerne l'école d'Audet, puisque là également... il y a des observations qui demandent qu'on regarde ça de près avec des audits, etc. Voilà, donc je voulais vous tenir informé de cette situation. Donc désormais, nous avons 2 bâtiments modulaires et tous les moyens nécessaires y seront consacrés. Alors j'ai prévu de recevoir très prochainement les responsables des associations de parents d'élèves, les enseignants, l'inspectrice de l'éducation nationale, pour voir, d'abord faire un état des lieux, pour savoir comment ça se passe, et surtout pour se projeter dans l'avenir. À la prochaine rentrée, on fait quoi? Bon, parce qu'actuellement, l'école Villars, les enfants sont éclatés, ils sont 80 à peu près, mais il va falloir regrouper ce qui n'est pas simple. Et donc, on prendra... le temps de la concertation. Voilà. Alors, je vous indique ça sans véritable débat parce que nous aurons l'occasion, lors du prochain conseil municipal, dans un conseil municipal d'orientation budgétaire, d'y revenir. Je tenais quand même à vous donner cette information et puis donner la parole au maire précédent, Salvador. Voilà. Merci de me donner la parole. Je souhaite simplement intervenir sur 2 points. Je souhaiterais connaître les conclusions de cette commission pour savoir exactement pour quelles raisons maintenant on vous a demandé de fermer cette école, cet établissement. Et aussi, j'aimerais revenir sur notre point parce que voilà, j'ai des retours comme quoi j'aurais fait rentrer les élèves en 2017 dans des conditions, comme on dit, sans respecter la commission. Ce n'est pas vrai, quoi. Je veux dire, quand les élèves sont rentrés,
toutes les instances étaient là, comme vous venez de le dire, aussi bien l'Éducation nationale que la commission des experts. Suite aux travaux qui ont été effectués pour plus de 500 000 euros, que les élèves sont rentrés, toutes les conditions étaient, comme on dit, réunies. Et d'ailleurs, Madame l'adjointe était présente, donc il n'y avait aucun souci. Et je tiens aussi à rajouter qu'au début de cette année, on a eu aussi une commission suite à un petit incident qui s'était déroulé à Jean-Billard. Et de nouveau, ça avait été contrôlé et il n'y avait aucun souci au niveau de la structure des bâtiments. C'est pour ça que les élèves sont restés. Simplement, je souhaiterais connaître le rapport avec un peu plus de précision de cette commission. Voilà, merci. Merci, Monsieur Ruiz. Donc, nous ferons un point, ce sera un des points précis que nous aborderons lors du prochain conseil municipal pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mais bon, on n'a pas du tout l'intention, ni de près ni de loin, de mettre en cause le maire précédent. Mais simplement, quand on est confronté à un dispositif pareil, il faut tempérer, obligatoirement. Mais moi non plus, de mon côté, je ne tenais pas à vous mettre en cause, bien évidemment. Quand on prend une décision, c'est qu'elle est bien, comme on dit, étayée. Et j'en doute pas. Quand je veux dire qu'on occupe ce poste, simplement, quand je vois les informations qui ont été divulguées et qui ont été mis même sur la presse, des fois il manque un peu de précision, on devrait être un peu plus clair et très simple. Il suffit de reprendre l'article 2017 sur Midi Libre, je veux dire, l'école Jean-Billard fait Pont Neuf, voilà, pour reprendre cet article, et de dire, quand j'ai fait rentrer les élèves, ils rentraient en toute sécurité. C'est simplement ça, et je souhaite que ce soit bien dit et répété. Voilà. En aucun cas, je vais prendre de risque aussi bien aux enfants qu'aux enseignants et qu'au personnel qui travaillent dans cet établissement. Merci, Monsieur Ruiz. Bon, je vous propose donc de passer à l'ordre du jour concernant le premier point, l'approbation des procès-verbaux. Madame Passieux. Pardon. La technique. On doit être bien sûr très vigilant, d'autant plus que c'est une des compétences qui reste à la commune et qui est une compétence prioritaire. Alors, j'ai entendu, monsieur le maire, que nous aurions des débats là-dessus. Ce qui m'interpelle, ce que vous avez fait en préambule, c'est de dire que nous avions de moins en moins d'enfants qui étaient scolarisés au sein de nos écoles. Est-ce que ce sont la population qui vieillit? Est-ce que tout ça, il y aura des analyses à monter pour voir effectivement quel est l'avenir que nous allons donner à notre école? Donc je ferme la parenthèse là-dessus puisque nous aurons un débat, vous l'avez dit. Vous avez annoncé en tout début de séance qu'il y aurait un conseil municipal le 5. La question que je vous pose, c'est au sein de la communauté de communes, de manière à ce que tous les agendas puissent se coordonner, les conseils communautaires seront le mardi soir. En principe. Bon, nous, on en a fait ici une fois le mercredi, une autre fois le jeudi. Là, je viens de vérifier, c'est le lundi. Est-ce que vous avez un jour qui serait plutôt réservé aux conseils municipaux ou non, de manière à ce que nous aussi, on puisse s'organiser? Oui, ben ça, on va le déterminer. On a prévu le 5, il y avait une raison, je crois que c'est à la sortie des... C'est un jeudi. Un jeudi. Ah, c'est un jeudi, voilà. On pourrait convenir du jeudi. Du jeudi ou du mercredi, voilà, mercredi c'était bien aussi. Ouais, je préfère le jeudi, personnellement. Mais je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais bon, c'est comme 5 ça. novembre, ouais. Bien, merci. Donc, je dois faire l'appel. Nous y allons. Gérard Bessière, présent. Jean-Marie Sabatier. Présent. Isabelle Le Goff. Georges Lecave. Présent. Michel Guibal. Jean-François Faustin. Elisabeth Blanquet. Jean-Luc Barral. Véronique Delorme. Jean-Jacques Pinet. Georges Bellard, absent, excusez procuration à Jean-Marie Sabatier, Catherine Klein, Corinne Gonzalez, Patrick Javouret, Joël Mouchou, Rosemée Crémieux, Hélène Sinési, Stéphane Garcia, absent, excusez représenté par Michel Guibal, Michael Deltour, Louise Jabert, Jean Garcia, Marie Passieux, Claude Blau-Poncé, Paquita Mediani, Franck Rugani. D'accord. Claudine Soulérac, Salvador Ruiz, présent, Sophie Ollier et Laurando. Voilà. Bon, écoutez,
le Conseil est au complet. Donc l'approbation des procès-verbaux des séances précédentes des 3, 17 et 23 juillet. Y a-t-il des remarques? L'approuvons-nous? Oui. Oui. Moi, j'aurais des remarques. Je suis très étonnée de ces comptes rendus administratifs. Et franchement, ils ne correspondent pas donc au débat que nous avons. Et par rapport à la population clermontaise, je suis particulièrement étonnée. Et j'avais l'habitude avec Marcel Vidal, puisque j'étais aussi élue avec Marcel Vidal avec votre maman, donc d'avoir des comptes rendus beaucoup plus détaillés. Et là, je découvre des comptes rendus administratifs que je ne comprends pas. Bien, merci Claude Blaopensé. Moi, je suis très heureux de vous entendre parler de Marcel Vidal. Je bois du petit lait. Donc on va essayer de s'inspirer de ce bel exemple. Ceci dit, je rappelle quand même ce qui n'existait pas à son époque et qui existe chez nous, c'est que nous diffusons les débats du conseil municipal sur les réseaux sociaux. Hein. Donc c'est quand même un moyen aujourd'hui d'informer la population. Après, il y a deux solutions, hein, où on fait un compte rendu synthétique où on fait du verbatim. Si on fait du verbatim, les comptes rendus, ils vont faire 50 pages à chaque fois. Hein. Après, il faut les lire, hein, ce que personne ne fait d'ailleurs. Bon, c'est très rare. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de progresser gentiment, mais en retenant que les réseaux sociaux diffusent les débats publics de nos conseils municipaux. Donc, je mets au vote à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui. Les autres. Bon, secrétaire de séance, c'est Louise Jabert, parce que c'est la Benjamine. Et donc, elle est dévolue à cette fonction. Louise, tu as la pression, hein, puisqu'il va falloir un peu... Je ne détaille pas, en fait. Entre les deux. D'accord. Allez. Je vais faire de mon mieux. Alors, désignation, deuxième point, du représentant de la commune à la commission locale de l'eau, la CLE, du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, la SAGE, la SAGE du fleuve Hérault. Donc, je rappelle que le SAGE, qui est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, est le document de planification qui fixe les objectifs et les règles pour une gestion globale, équilibrée et durable de l'eau sur un périmètre cohérent, le bassin versant. Le SAGE du bassin versant du fleuve Hérault a été approuvé le 8 novembre 2011. Suite au renouvellement des conseils municipaux, qu'on vient d'actualiser la composition de la commission locale de l'eau, du SAGE, composant le collège des collectivités territoriales des établissements publics locaux. À ce titre, il convient de désigner le représentant de la commune de Clermont-Lérault, étant précisé que le fonctionnement de la CLE ne permet pas de désignation d'un suppléant. Voilà, donc nous vous proposons la désignation du très estimable Jean-Luc Barral. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Comment? Peut-être que quelqu'un voulait se présenter, peut-être. Ouais. Oui. Non, mais c'est très bien, Monsieur Barral, c'est très très bien. La clé et le SAGE sont sur notre territoire ont des enjeux particuliers. Nous avons des enjeux parce que nous avons sur notre territoire un lac, le lac du Salagou, pour ne pas le nommer, qui effectivement à l'époque a été fait pour l'agriculture et qui a à l'heure actuelle d'autres usages. Et donc il y a des bagarres, il y a des conflits énormes pour savoir, avec le réchauffement climatique dans lequel nous sommes entrés, pour savoir la destination et toutes les destinations des eaux. Et donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cet équilibre et c'est très important que la commune de Clermont-Lérault y soit représentée. Merci d'y être. J'aurais pu vous demander s'il y avait des questions. Pardonnez-moi, c'est dû à mon expérience. Mais enfin, on se forme tous les jours un peu plus. Hein. Et puis, Jean-Luc présente la caractéristique d'être aussi médiateur dans ses fonctions. Et donc là, on est sur des domaines d'intérêt général incontestables.
Point 3, rapporteur Jean-Marie Sabatier, mise en place de la commission sécurité et tranquillité publique. Bien, bonsoir. Par délibération en date 17 juillet 23 juillet ont été créées 7 commissions. Ressources et moyens, environnement, aménagement, animation, sport et vie associative, santé et solidarité, éducation, culture et patrimoine, économie et emploi. Pour mémoire, les commissions contribuent par leurs travaux, lorsqu'elles en sont saisies, aux principales décisions qui relèvent du maire et du conseil municipal. Selon le Code général des collectivités territoriales, la mise en place des commissions est à l'initiative de chaque municipalité. Leur composition est guidée par le principe de la représentation proportionnelle afin de permettre l'expression de toutes les composantes de l'Assemblée délibérante. Elles sont convoquées par le maire, président de droit, dans les 8 jours suivant leur constitution ou à plus bref délai à la demande de la majorité des membres qui les composent. Lors de la première réunion, un vice-président est désigné. Celui-ci peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Les commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent ou une durée limitée dans le temps. Les commissions à caractère permanent doivent être constituées en début de mandat. Compte tenu des attentes fortes de nos concitoyens et des préoccupations exprimées par de nombreux élus concernant la sécurité et la tranquillité publique, il paraît pertinent de créer une 8e commission municipale intitulée « Sécurité et tranquillité publique », ayant vocation à traiter notamment les questions suivantes. Prévention de la délinquance, règlement des conflits, lutte contre les incivilités, pacification de l'espace public, etc. Outre le maire président de droit, il est envisagé que cette commission soit composée de 6 personnes désignées à partir des candidatures recensées lors de la réunion. Le président ou le vice-président peut également inviter toute personne qualifiée à comparaître devant la commission pour éclairer ses travaux. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la création de la commission municipale de sécurité et tranquillité publique dans les conditions présentées ci-dessus. Bien, merci Jean-Marie. Donc on propose qu'elle soit composée, cette commission, de 4 membres de la majorité et de membres de chaque groupe de la minorité. Notre majorité propose Joël Mouchou, Jean-Marie Sabatier, Stéphane Garcia et Catherine Klein. Et donc nous demandons à Mme Passieux et à M. Ruiz s'ils acceptent de désigner leurs représentants. Pour faire monter une équipe à vos côtés, ce sera M. Rugani. Alors, M. Rugani. Et pour l'équipe à M. Ruiz, ce sera moi-même. Voilà. C'est-à-dire, je ne vois pas avec le masque. Non, je déconne. L'opabiste. Laurent Do. OK. Est-ce que ça appelle des questions, la mise en place de cette commission importante? Bien, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, il en est ainsi décidé à la majorité. Merci beaucoup. Mise en place de la commission d'appel d'offres. Vous voyez qu'il y en a des commissions. Hein, Enfin bref. Selon l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure au seuil européen qui figure en annexe du Code de la commande publique, j'espère que vous avez suivi, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions d'un article du Code général des collectivités. À titre d'information, l'extrait susvisé de l'annexe du Code de la commande publique, dont les rubriques concernant la commune sont surlignées et reproduits ci-dessous. Alors c'est intéressant quand même de le savoir. Pour les fournitures et services, autorité publique centrale, sauf dans les cas du C, 144 000 € hors taxe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, monsieur le directeur général des services, autorité publique centrale? Ça concerne en fait les services de l'État essentiellement. D'accord. Par contre, mon collègue Léo vient de me signaler que les seuils ont légèrement changé par rapport à ce qui est indiqué ici. Donc je peux vous donner les nouveaux seuils qui s'appliquent. Le premier est de 214 000 € hors taxe pour les autres pouvoirs adjudicateurs. Oui. Et le second,
5 350 000 € hors taxe pour les travaux. D'accord. Vous pouvez résumer? Donc en fait, c'est une commission qui est amenée à intervenir de manière obligatoire quand on passe des commandes dont le montant excède les seuils qui sont présentés là. Donc en fourniture et services, donc 214 000, ce qui est déjà considérable pour ce type de marché. Et en travaux, donc 5 350 000 €, ce qui est encore plus important. Et concrètement, il y a très peu de marchés publics passés par la ville de Clermont-Lérault qui passent au-dessus de ces seuils. D'accord. Bien, donc cet article précise que cette commission est constituée, outre le maire, président de droit ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants du conseil municipal élu en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. On n'arrête pas le progrès. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer la commission d'appel d'offres dans les conditions précisées ci-dessus. Donc nous proposons pour la majorité comme titulaire Michel Guibal, Véronique Delorme et Jean-François Faustin, c'est bien ça. Et comme suppléant, Louise Jabert, Hélène Sinési et Jean-Marie Sabatier. Donc nous demandons qui est candidat pour chacun des deux groupes de l'opposition, un titulaire et un suppléant. Alors, pour notre groupe, c'est vrai que il y a des commissions, c'est vrai que c'est bien de faire plein de commissions, mais il faut aussi les faire vivre. Donc, cette commission-là, elle n'a jamais eu lieu sur le précédent mandat parce que nous n'avons jamais eu des seuils de ce niveau-là. Je vous souhaite d'en avoir de manière à ce que cette commission puisse se réunir. Pour nous, ça sera Monsieur Jean Garcia, qui sera le titulaire. Et le suppléant, il faut un suppléant aussi chez nous, oui. Hein, Monsieur Rugani. D'accord. Et pour Monsieur Ruiz? Donc, en ce qui nous concerne, ce sera moi-même en tant que titulaire et Claudine en tant que suppléante. D'accord, merci. Est-ce que ça appelle des questions? Bon, c'est une commission qui ne se réunit pas, enfin, il n'y a pas trop l'occasion de réunir cette commission. Ceci dit, comme le dit Madame Passieux, nous espérons avoir l'occasion de la réunir plus souvent, parce que ça prouvera que nous avons des projets et des choix à faire en ce qui concerne les intervenants. Bien, le vote, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ok, merci. Mise en place, c'est encore moi, de la délégation de services publics et de concessions. Bon, ça aussi, c'est une commission qui a peu de chances de se réunir 10 fois durant la mandature. Mais il faut quand même la mettre dès lors qu'un service public serait délégué. Hein, c'est ce que ça signifie. Donc, selon l'article du Code général des collectivités, une commission analyse les dossiers de candidature. Alors, si elle se réunit une fois, c'est sérieux quand même, hein, puisqu'il est question de déléguer une prérogative de service public. Hein. Donc, on analyse les dossiers des candidats, on dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Vous savez que c'est une obligation, y compris dans les collectivités territoriales. Je profite de l'occasion pour dire qu'à la municipalité de Clermont, ce seuil est atteint. Voilà. Et à vérifier l'aptitude des candidats à assurer la continuité du service public. En droit administratif, la continuité du service public, c'est un principe important. Et l'égalité des usagers devant le service public. Et donc, au vu de l'avis de la commission émet un avis, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation du service public peut organiser une négociation librement avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par un article du Code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante, donc l'assemblée délibérante, le conseil municipal, est saisie du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet au conseil municipal le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et de l'économie générale du contrat.
Donc le même article précise que cette commission est constituée, outre le maire président de droit ou son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants du conseil municipal élus en son sein à la tatati tatata. Il est donc proposé au conseil municipal de constituer la commission de délégation de services publics et de concession de la manière suivante. Donc nous proposons pour la majorité comme titulaire Michel Guibal, Véronique Delorme et Jean-François Faustin. C'est le parallélisme des formes avec celles qui précèdent d'ailleurs, ce sont les mêmes personnes. Et comme suppléants, Louise Jabert, Hélène Sinési et Jean-Marie Sabatier. Voilà, pour ce qui est de votre équipe, Madame Passieux. Oui, nous, ça sera aussi parallèle des formes. D'accord, donc c'est les mêmes. Et pour Monsieur Ruiz? Comme titulaire moi-même et comme suppléante, Sophie. D'accord. Très bien. Sophie Ollier. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, il en est ainsi décidé. Alors là, attention, c'est compliqué. Hein. Bon, c'est compliqué. Ce que va vous expliquer Madame Guibal, qui va en faire l'exégèse en tant que rapporteur. Ou rapportrice, je ne sais pas comment on dit. Rapportrice, peut-être. Affaires générales. Mise en place de la commission communale des impôts directs. Les articles 1650 et 1650A du Code général des impôts prévoient l'institution dans chaque commune d'une commission communale des impôts directs, constituée de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants. Les commissaires sont désignés par le directeur régional ou département des finances publiques à partir d'une liste de contribuables établie en nombre double par l'organe délibérant. Les missions de cette instance de concertation sont essentielles pour le dynamisme des bases fiscales de la collectivité et donc de sa ressource fiscale. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Pour constituer la commission de la commune de Clermont-Lérault, le conseil municipal doit établir sur proposition du maire une liste de 32 personnes, 16 personnes pour les commissaires titulaires et 16 personnes pour les commissaires suppléants, répondant aux questions suivantes. Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrit sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Les membres du conseil municipal peuvent être proposés dès lors qu'ils remplissent les conditions ci-dessus. Il convient donc d'établir la liste des 32 personnes qui seront proposées à l'administration fiscale pour constituer la commission communale des impôts directs. Bien, merci Michel. Monsieur le directeur général des services, cette commission communale sert à quoi? C'est une commission qui va examiner au moins chaque année les bases fiscales, donc les valeurs locatives en fait, qui servent à calculer l'impôt, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Donc c'est assez important, dans un souci d'équité fiscale, en fait, que les travaux de cette commission se gèrent de manière assez régulière. Bien, merci. Donc nous avons publié un appel à candidature le 7 août dernier pour constituer cette commission. Nous avons récolté 13 candidatures de citoyens remplissant les conditions. Donc nous devions aller jusqu'à 16, mais on a récolté que 13 candidatures. Alors, il s'agit de M. Kokou Adakou, de M. Claude Cullier, de Daniel Deloum, de Julie Derienic, de Jean-Pierre Gervais, de Chloé Grade, de Michel Joucla, d'Henri Lugagne-Delpont, de Marie-Christine Montel, d'Agnès Nazon, de Jean-Marc Olanier, de Sylvie Pinvin et de Bernard Pellier. Donc on n'est pas arrivé aux 16, on a 13, c'est déjà pas mal. Hein. Donc nous pourrions considérer, si vous en êtes d'accord, que nous avons 13 titulaires et qu'il faudra compléter la liste pour aller aux 32
16 titulaires et 16 suppléants, à partir duquel le directeur départemental des finances publiques, que je reçois cette semaine d'ailleurs, puisse, lui, désigner officiellement la moitié, c'est-à-dire combien ? 8 titulaires et 8 suppléants. Donc il faut que nous complétions cette liste avec des conseillers municipaux. Donc concernant les 3 titulaires restants, je vous propose Louise Jabert, Stéphane Garcia et Michael Deltour. Concernant les 16 suppléants, y a-t-il des candidats dans les 2 groupes d'opposition ? Monsieur Jean Garcia et chez Monsieur Ruiz ? Non, il n'y en a pas. Pas de candidat ? Pas de candidat. Bon, vous pouvez en proposer un autre si vous voulez, Madame Passieux. Madame Paquita. Voilà, Paquita, d'accord. Voilà, puis en ce qui nous concerne, nous ferons la jointure pour aller à 32 avec Madame Sinesi, Rosemée Crémieux, Joël Mouchou, Patrick Javouret, Corinne Gonzalez, Catherine Klein, Georges Bellard, Jean-Jacques Pinet en ce qui concerne les titulaires et les suppléants, Véronique Delorme, Jean-Luc Barral, Elisabeth Blanquet, Jean-François Faustin, Michel Guibal, Georges-Anne Lecave, Isabelle Goff et Jean-Marie Savatier. Voilà. Alors, j'espère que vous avez suivi. Je suis persuadé que oui. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Bien, il en est ainsi décidé. Le dossier numéro 7 concerne la mise en place de cette même commission, mais au niveau intercommunal. Et il faut désigner un représentant titulaire et un suppléant du conseil municipal. Il en a été question hier soir au conseil communautaire et le président du conseil communautaire attend la désignation qui se produit ce soir de nos représentants. Nous vous proposons Madame Guibal et Monsieur Barral. Madame Guibal comme titulaire, puisqu'elle est adjointe aux finances, et Monsieur Jean-Luc Barral. Est-ce que ça vous convient ? Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Alors, un dossier important et beaucoup plus compréhensible, et à mon avis essentiel, le point numéro 8, comme rapporteur ou rapportrice, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Isabelle Le Goff. Isabelle. Selon l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 5000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité, composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou physique ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que des représentants d'usagers de la ville. Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du Code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. Pour constituer cette commission avec toute la pluralité requise, un appel à candidature a été lancé le 9 septembre dernier. À ce jour, 8 candidatures provenant de représentants d'associations ou d'usagers ont été reçues. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de procéder à la création de la commission communale pour l'accessibilité et d'en définir le nombre de membres.
préciser que la liste des membres de cette commission communale sera fixée par arrêté du maire en application des dispositions de l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales. Bien, merci. Alors, je dois dire que j'accorde beaucoup d'importance aux travaux de cette commission, à toutes les commissions, bien sûr. Parce que l'accessibilité des personnes atteintes de handicap, c'est un vrai serpent de mer. Tout le monde en parle et personne n'agit. Donc, il faudra qu'on se prenne vraiment en charge et qu'on crée les conditions d'une bonne accessibilité. C'est un travail énorme, sur le mandat de 6 ans, des personnes atteintes de handicap. D'ailleurs, nous avons passé historiquement, mais nous n'avons pas été les seuls, une convention avec l'Association des paralysés de France, l'APF, pour s'engager dans des réalisations dans ce domaine. Alors, ce n'est pas 8, c'est 10 candidatures que nous avons recueillies, des personnes de la société civile, finalement, Livia Angelo, Kevin Baer, Franz Gouris, Myriam Laloze, Stéphanie Lopez, Sabine Moreau, Laurent Piernas, Yvan Poncé, Valérian et Delphine Denimal. Donc je vous propose de garder ces personnes, parce que on n'est pas dans des rapports de force. Et s'il y a 10 personnes candidates, je vous propose qu'elles prennent part dans cette commission, parce qu'il y aura du travail pour tout le monde. Et 6 membres du conseil municipal, dont 4 issus du groupe majoritaire, Isabelle Le Goff, Elisabeth Blanquet, Stéphane Garcia, Hélène Sinesi, et 1 représentant pour chacun des 2 groupes. Madame Passieux. Madame Blanc-Pensé. D'accord. Et pour Monsieur Ruiz? Oui, moi-même, en tant que titulaire, pardon. Merci. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions, donc je mets au vote. Contre. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un gros travail là. Il faudra faire preuve d'une particulière humilité, mais regardez les choses dans le détail. Ensuite, Madame Blanquet, rapport numéro 9, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Selon l'article L212-8 du Code de l'éducation, lorsque les écoles d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Pour information, le coût pour l'année scolaire 2018-2019 avait été fixé par délibération en date du 24 septembre 2019 à 732 €. Ce montant ayant été porté à 1 464 € pour les enfants scolarisés en Ulysse. Vous pouvez préciser ce que c'est les classes Ulysse? C'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Mais encore? Ce sont des enfants qui ont eu des notifications pour être accueillis dans une classe spécialisée. Et en fait, dans cette classe spécialisée, il y a un enseignement spécialisé. La commune donne une ATSEM pour le bon fonctionnement de la classe. Et en plus, l'école qui reçoit cette classe Ulysse a une personne qui aide à l'administratif pour la directrice d'école. Merci Elisabeth, c'était une précision parce que c'est quand même des classes très, très importantes à suivre. Merci. Et en principe, il y a 12 enfants qui sont dans cette classe. Il peut parfois arriver qu'on en ait 13. Afin de mettre en œuvre ce dispositif,
Compte tenu des dépenses affectées au fonctionnement des écoles publiques communales au titre de l'année scolaire 2019-2020, il est proposé au conseil municipal de fixer le coût moyen de scolarité d'un élève dans les écoles publiques de la commune à 759 €. Ce montant étant porté à 1 518 € pour les enfants scolarisés en unités localisées pour l'inclusion scolaire. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter la participation financière des communes de résidence des enfants scolarisés à Clermont-Lérault et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci. Donc c'est un point, ça, qui revient classiquement chaque année à l'ordre du jour. Alors il est vrai que l'année 2019-2020 a été perturbée par la crise du Covid. Cependant, la commune prend en charge le fonctionnement des écoles comme en temps normal, Covid ou pas Covid. Il faut payer les salaires, il faut tenir les établissements en état de marche à tout moment. Il nous semble donc légitime de répercuter cette charge à l'instar de ce qui se fait chaque année sur les communes de résidence en application des règles de droit en vigueur. Y a-t-il des questions? Oui, Claude, oui. Oui, néanmoins, une remarque par rapport à ces charges scolaires. Je tenais à conforter publiquement ce que j'ai demandé à la commission des affaires scolaires, puisqu'actuellement sur Clermont-Lérault, il y a 3 familles ou plusieurs qui ont des enfants handicapés. Et hors temps scolaire, ils ne sont pas pris en charge. Donc, ça rejoint votre objectif par rapport à la commission communale d'accessibilité. Et je pense qu'on ne peut pas laisser au bord du chemin des familles dans ces cas-là. Donc, il s'avère que, et je l'ai appris, au niveau des temps scolaires, les jeunes handicapés, pendant le temps scolaire, ont des AVS, des auxiliaires de vie scolaire. Mais hors temps scolaire, cantine et tout ce qui concerne donc le temps périscolaire, après 16h30 et avant, il n'y a rien. Et donc nous avons réfléchi avec la commission des affaires scolaires à comment on va pouvoir prendre en charge et dire donc publiquement au conseil municipal, ça aura un coût. Mais à un moment donné après, c'est des choix politiques. Merci. Oui. Mais oui, je suis très sensible à cette intervention. Il faut trouver une solution. Il n'y a pas de raison que des enfants atteints de handicap ne soient pas pris en charge dans le temps périscolaire. C'est la pause méridienne, je suppose, et ensuite, d'accord. Bien. Madame Passieu. Oui, je voudrais juste une précision de la part de Madame l'adjointe. Est-ce que vous avez parlé de 14 enfants, c'est ça, qui viennent 12. De 12 enfants. Et parfois, il peut y avoir 13 élèves. Il y a eu des périodes où il y avait 13 élèves. Non, mais justement, là, on est en 2020. La rentrée s'est faite il y a déjà un mois. Combien d'enfants nous recevons dans ce cadre-là? 12. 12 enfants qui viennent donc de d'autres communes, oui, et qui ont des problèmes de handicap, en fait, oui, qui sont... Excusez-moi, oui, vas-y. Ce sont des notifications MDPH, donc, en fait, qui décident à la fois du handicap et du lieu où résideront les élèves. Et combien nous accueillons d'enfants de d'autres communes sur l'année scolaire 2020-2021? Alors, le chiffre exact d'enfants d'autres communes, je ne l'ai pas. D'accord. Bon, mais vous nous le transmettrez. Mais je pourrais le transmettre. Bien, merci. Autre question? Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, il en est ainsi décidé. Rapporteur Jean-François Faustin sur la formation des élus. Oui, donc la formation des élus est réglementée par le Code général des collectivités territoriales. Il est notamment précisé que dans les 3 mois qui suivent son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine ainsi les crédits ouverts à ce titre, les frais de formation constituant une dépense obligatoire pour la commune, mais aussi les orientations. Par ailleurs, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année du mandat pour les élus ayant reçu délégation. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne ainsi lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels
ont droit à un congé de formation de 18 jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2% du total des indemnités de la fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder, lui, 20% de ce même montant. Donc les frais de formation intègrent donc les frais de déplacement et les frais de séjour, hébergement et restauration, le remboursement étant réalisé sur la base des dispositions régissant les déplacements des fonctionnaires de l'État. Donc c'est l'arrêté du 26 août 2008, modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006. Les frais d'enseignement, à condition que l'organisme dispenseur de la formation soit agréé par le ministère de l'Intérieur. La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus justifiés par l'élu est plafonnée et équivalent à l'équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l'indemnité de fonction et est donc soumise à la CSG et au CRDS. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice sont affectés à totalité au budget de formation de l'exercice suivant. Ils s'accumulent ainsi d'année en année au budget de formation obligatoirement voté chaque année. Ils ne peuvent être reportés au-delà de la fin de la mandature. Ce qu'il est donc proposé, de fixer au titre de l'année 2020 le montant de crédit à hauteur de 3 142 €, qui correspond à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. De dire que ces crédits permettront l'organisation de la formation obligatoire qui doit être réalisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation et qui sera ouverte également à l'ensemble des élus du conseil municipal. De préciser que le règlement intérieur du conseil municipal définira dans les années à venir les modalités d'exercice des droits à la formation des élus et prendra en compte les besoins collectifs, statut de l'élu, fondamentaux de l'action publique locale, budget et finances, conduite de projet, les besoins individuels, en lien avec les délégations ou à l'appartenance aux différentes commissions, et l'efficacité personnelle, prise de parole, bureautique, assurer son rôle d'élu. Le principe de 18 jours par élu pour la durée du mandat, le principe de mise en place d'un plan de formation pluriannuel, et donc d'autoriser le maire à engager toute démarche et à signer tout acte et pièce relatif à cette affaire. Merci Jean-François. Le principe est posé, donc il s'agit de voter pour autoriser le maire à signer les actes, etc. Mais concrètement, pour engager des formations des élus, concrètement, on s'y prend comment là ? Concrètement, mais là, en fait, on va définir, ce qui n'est pas encore fait, puisqu'on a encore... donc Mme Réclard est plus à même à répondre, puisqu'on a travaillé le dossier avec elle sur la technicité du dossier. Donc il faut définir le plan de formation. On a 6 mois pour le définir. Et à partir de là, donc il y aura la première formation, la formation obligatoire, où on pourra adjoindre l'intégralité des élus. Et ensuite, chacun définira son plan de formation et proposera donc des formations qui seront validées par monsieur le maire. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, Paquita. Madame Bédiani. Voilà, bonjour. Quelle méthode vous allez avoir pour permettre l'accès aux formations, à ces 3 jours de formation ? Et y aurait-il possible aussi d'en informer les élus et le contenu et l'organisation de... Oui, alors on vient, Jean-François vient à peu près d'y répondre, mais tu peux préciser ? Pas tout à fait. Valérie Valérie Réclard, qui est dans le sujet. Bonjour.
Comment? J'entends pas. Le début de Oui. votre question. Alors, quelle méthode vous allez avoir pour permettre l'accès à ces 3 jours de formation? Et est-ce qu'on aura la possibilité, en fait, d'informer les élus, et le contenu et la méthode? J'entends rien ce qu'elle dit. J'entends pas ce que vous dites. Quelle est la méthode? La méthode, en fait, il y a un principe qui est posé, c'est que les élus qui ont une délégation ont une formation obligatoire dans l'année qui suit leur l'élection. Donc ça, il a été proposé par le Conseil de l'ouvrir à tous les élus. Donc ça, c'est une formation qui va être organisée au plus tôt de façon à ce qu'on puisse communiquer auprès des élus pour avoir un programme qui corresponde à la fonction des élus. Après, par ailleurs, tous les ans, il y a un plan de formation qui doit être proposé aux élus de façon à pouvoir les aider dans leur exercice du mandat. Donc il y a 2 volets, des formations collectives qui vont être organisées par la commune au budget, et des formations individuelles que chaque élu devra faire une demande auprès de monsieur le maire, qui permettra de constituer le budget de formation pour l'année suivante. Donc probablement, là je m'avance peut-être un petit peu, mais courant novembre, monsieur le maire peut-être sollicitera les élus pour savoir quelle formation individuelle ils souhaitent faire l'année prochaine. Les formations collectives pourront sûrement discuter aussi, et ça permettra de constituer le budget formation 2021. Donc, et le plan de formation. Un calendrier de travail et de répondre aux besoins des élus sur leur développement de leur mission d'élu. Voilà. Vous comprenez bien que ce qui était derrière, c'était quelle était la place que vous allez réserver à la formation aux élus qui sont sur cette table. Elle vous est ouverte. Eh bien, merci, monsieur. Voilà. C'était ça. Oui, mon propos était de dire que pour la première formation, l'intégralité pourra en bénéficier et non pas seulement les délégataires. C'est ce que j'ai bien dit. Et ensuite, suite à cette formation, chacun identifiera ses besoins, les remontera, et ça nous permettra d'établir un budget formation. Et en fonction de ça, monsieur le maire arbitrera en fonction du budget et des formations. Voilà. Ça permettra d'établir un plan de formation. Mais l'idée était de dire chacun, on a la même formation au départ, comme ça chacun, on va pouvoir voir tous les rouages. Moi le premier, puisque je débute dans la fonction, comme ça j'aurai une idée plus globale, et je pense que vous aussi. Ce que je peux entendre, c'est qu'on aura la chance d'avoir la possibilité de participer aux formations. C'est ce que je dis, je le redis. L'ensemble des élus participera à la première des formations. Très bien. Je vous remercie. Voilà, merci. Oui, monsieur Garcia. Oui, ma question, simplement, les formations sont, enfin, pour autant que je me souvienne, la plupart étaient dispensées par le CEFMEL, le Centre de formation des maires et des élus locaux. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Il me semble que les mairies cotisaient et donc ils établissaient des formations qui étaient proposées. Et ensuite, il fallait s'inscrire pour y prendre part. Voilà. Je pense que oui. D'accord. C'est toujours en vigueur. Très bien, merci. Bon, ceci dit, si on peut essayer d'organiser des formations sur site de proximité, pour éviter d'aller à Montpellier ou je ne sais où, c'est toujours mieux. Les formations du CEFMEL, souvent, se faisaient dans les communes alentours, Clermont, Aspirant. Voilà, c'était toujours à proximité. Très bien. Merci. Bon, qui est contre? Non, une remarque. Oui, pardon, oui. Oui, puisqu'on parle de comment mieux assurer notre mandat. Moi, j'ai été alertée parce que j'ai des citoyens de Clermont-Lérault qui voulaient me contacter et j'ai vu que sur le site internet, nous n'avons pas de lien directement les élus pour pouvoir nous contacter et nous n'avons pas de boîte aux lettres aussi au sein de la commune. Et donc, j'ai été étonnée. Et voilà. Ce n'est pas exact. Il y a une pièce qui est dédiée aux conseillers municipaux d'opposition. Et je pense que les boîtes aux lettres, il faut vous manifester. Et on mettra cette salle, ce local à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Site internet aussi, nous n'avons pas donc de possibilité de messagerie pour pouvoir qu'on puisse nous contacter. Sur le site internet actuel de la commune, vous avez les 8 adjoints qui sont contactables et le reste des élus ne le sont pas. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, on va regarder. Merci. Point numéro 11. Monsieur Jean-Luc Barral. On n'a pas voté? Non. Excusez-moi, qui est contre?
Qui s'abstient? Merci. Il est ainsi décidé. Monsieur Barral, point 11. Bonjour. J'ai certainement le privilège de vous présenter le point le plus léger de l'ordre du jour. Et donc, je vais essayer de vous éviter une lecture qui est toujours un petit peu lourde. Le Code de l'environnement donne au Conseil départemental la mission d'établir alors là, il faut que je le lise, un plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée. Pour les randonneurs qui s'y présentent, il s'agit des sentiers de randonnée qui sont balisés jaune et rouge. Vous avez les sentiers de grande randonnée très très connus, blanc et rouge, oui. Vous en avez les plus locaux qui sont jaunes, et là c'est un plan départemental donc qui sera jaune et rouge. Dans ce cadre-là, les sentiers qui sont déterminés dans ce plan imposent aux propriétaires traversés par le sentier de ne pas pouvoir aliéner ou supprimer le chemin qui a été tracé et pour lequel ils ont signé normalement une convention, sauf à prévoir préalablement un remplacement de l'itinéraire. C'est dans ce cadre que le département de l'Hérault a délégué, entre autres d'ailleurs, à la communauté de communes du Clermontais, l'établissement d'un très beau sentier qui ira de Clermont-Lérault jusqu'à la retenue d'Avesnes et qui s'appellera le sentier des deux lacs, c'est-à-dire le lac du Salagou et celui d'Avesnes. Il démarrera de la gare de Clermont-Lérault. Il traversera tout Clermont. Je vous décris son cheminement parce qu'il a donné lieu à une négociation parce qu'il devait passer par un endroit qui ne me paraissait pas opportun. Il remontera par la rue nationale, la rue René-Gosse. Il arrivera place du commandant de Marne. Il passera place du Marché, place de la Victoire. Il remontera la rue Bauzaine. Il passera par la place du Radical. Il passera ensuite par le parvis de la chapelle de Gorjan, puis par devant le château. Selon s'il est ouvert le château, les randonneurs pourront passer par le château lui-même ou le contourner pour récupérer le chemin du Pêche-Castel, qui les amènera ensuite par la rue du Pêche-Castel jusqu'au Fontenay. Et de là, le chemin continuera en droite ligne par les Abalcèdes jusqu'au domaine de Cressel, le Salagou, et le Salagou, ça obliquera vers nos amis de Liosson. Ce chemin sera, je pense, magnifique et sera le début de quelque chose pour Clermont parce que nous sommes assez pauvres en chemin de randonnée et de promenade. Et j'espère bien avoir le plaisir de vous en proposer d'autres par la suite, fussent-ils purement communaux d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs niveaux de décision possibles. Pour l'instant, ce chemin qui a donné lieu donc à une négociation de dernière heure pour son itinéraire de centre-ville, auquel je dois dire la communauté de communes a fait un écho très favorable, et pour qu'il soit établi, c'est-à-dire débroussaillé, sous la responsabilité de la communauté de communes et entretenu sous la responsabilité de la communauté de communes, la commune, elle, ne conservant que la responsabilité du passage proprement dit, exactement comme pour la voirie. Il est nécessaire que le conseil municipal autorise le balisage et la création du circuit, adopte l'itinéraire proposé que je vous ai décrit à l'instant, émette un avis favorable à la demande de la communauté de communes pour inscrire l'itinéraire au plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée de l'Hérault, d'autoriser la communauté de communes et ses représentants à installer sur les tronçons de ces itinéraires le mobilier de balisage, ce sont les petites flèches, et les balisages peints,
et d'effectuer les travaux nécessaires. S'engager sur les itinéraires ainsi adoptés, parce que la plupart de l'itinéraire passera sur les voies publiques de Clermont, afin d'éviter les confusions. Sur ces itinéraires, on ne balisera pas d'autres chemins. On s'engage auprès de la communauté de communes et du département à ne baliser que ce chemin-là. Et classiquement d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document. Voici. Voilà. Merci, Monsieur Barral. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Passieux. Non, ce n'est pas des questions, c'est quelques remarques et venir un petit peu compléter ce que vient de dire M. Barral, très très bien d'ailleurs. Effectivement, d'abord c'est le premier GR de pays qui va être labellisé dans le département. Le syndicat mixte qui porte un projet de territoire a aussi la charge de faire monter en gamme un pôle de pleine nature sur le territoire du Salagou, dans lequel la commune est naturellement partie prenante et a un grand périmètre. Et donc, le périmètre du grand site, c'est un périmètre qui concerne à la fois la communauté de communes du Grand Orbe, la communauté de communes du Lot des Voies-Larzac et la communauté de communes du Clermontais. Il était très important, il me semblait être très important, de pouvoir relier le Grand Orbe à la communauté de communes du Clermontais, parce que justement, il n'y avait pas de lien. Et donc, l'opportunité a germé, disant on a un lac qui est au Salagou, on a un autre lac qui est à Avène, c'est super, il faut faire un GR de pays entre ces deux. Alors c'est un GR de pays, ça signifie que c'est sur plusieurs jours, enfin c'est très rare les randonneurs qui peuvent le faire sur un jour. Donc au milieu il y a de quoi se coucher, etc. Sauf que entre Avène et Clermont-Lérault, on s'est dit quand même, il y a Clermont-Lérault qui est tout près, et puis au-dessus, il y a Avène qui est tout près. C'est dommage de ne pas faire coïncider les deux, parce que le départ du GR part à Octon. Et donc, on a souhaité intégrer une boucle sur Clermont-Lérault, et donc ça passe directement à Clermont-Lérault, et une boucle qui serait sur Avène, de manière à ce qu'il y ait la totalité de tout ça. Et là, c'était important que vous le validiez aujourd'hui, parce que dans un mois, on va donc le présenter à notre PDIPR, comme le disait tout à l'heure Monsieur Barral, et donc voilà, vous serez entre Clermont-Lérault et Avène, vous aurez le premier GR de pays qui sera validé, et je vous remercie de toute l'attention que vous avez pu porter à ce projet, et j'espère qu'il y en aura peut-être d'autres. Bien, merci. Y a-t-il d'autres questions, interventions? Je rappelle simplement l'importance qui s'attache au développement de ces sentiers, de ces circuits de randonnée. D'abord parce que c'est un bienfait pour l'activité physique, et puis c'est l'occasion de visiter, de déambuler dans notre beau territoire, et ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur notre patrimoine qui le mérite. Je parle notamment du château, je parle de la chapelle de Gorjan, des pénitents, parce que nous avons du patrimoine à Clermont, mais il faut le valoriser pour que l'on puisse cumuler ces deux activités, la déambulation, la randonnée et la visite du patrimoine. Ça aura l'intérêt de susciter l'attention d'une population accueillie et de faire de Clermont une ville référence. Voilà. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc il en est ainsi décidé. Je vous remercie. Point 12, Jean-Marie Sabatier, sur l'opération de revitalisation du territoire, ORT en acronyme. C'est un peu long, donc essayez de synthétiser, Jean-Marie. C'est un dossier important, hein. Très. Oui, moi je ne vais pas vous promener en campagne, mais par contre, on reste de nouveau dans quelque chose de très important qui est pour conforter notre rôle de ville-centre. Donc par délibération, en décembre 2017, le conseil municipal a approuvé à l'unanimité le programme de reconquête du centre ancien sur la base d'un diagnostic partagé et d'un projet urbain concerté.
Ce projet urbain prévoit d'intervenir de façon coordonnée sur l'habitat, l'espace public, les services publics, les commerces, la mobilité et le lien social dans le périmètre du centre ancien et au-delà. Par délibération de décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le contrat de bourg-centre Occitanie pour Clermont-Lérault, conclu entre la commune et la région, en présence du pays Cœur d'Hérault, de la communauté de communes du Clermontais, la chambre de commerce, du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Ce dispositif régional vise à accompagner les communes rurales et périurbaines ayant élaboré un projet de valorisation et de développement dans le but de dynamiser leur bassin de vie. Le contrat bourg-centre Occitanie pour Clermont valide ainsi un programme d'action inspiré du projet urbain dans ses différentes dimensions et intègre des mesures destinées à consolider les fonctions de centralité assumées par la ville dans le Clermontais et dans le Cœur d'Hérault. D'autre part, la loi du 23 novembre 2018, la loi Elan, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, comprend des mesures en faveur de l'aménagement du territoire, notamment les opérations de revitalisation de territoire, ORT, ayant pour objet de dynamiser l'émergence, la conception, la mise en œuvre concrète des projets locaux et de renouveler les modalités de l'accompagnement de ces projets par l'État. L'ORT vise prioritairement à lutter contre la dévitalisation des centres-villes en s'appuyant sur deux principes. Développer une approche intercommunale, notamment pour éviter des contradictions dans les stratégies urbaines, commerciales et du développement de l'habitat. Disposition d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant des différentes dimensions, habitat, urbanisme, commerce, etc. L'ORT se définit comme un cadre partenarial intégrateur qui se matérialise par une convention signée entre l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, la ville principale de l'EPCI, toute ou partie de ces autres communes membres volontaires, l'État et ses établissements publics, ainsi qu'avec toute personne publique ou privée susceptible d'apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat. La convention de RT doit ainsi préciser sa durée, les secteurs d'intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions prévues, leur répartition dans les secteurs d'intervention délimités. Elle prévoit également les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être déléguées à des opérateurs, les modalités de pilotage, de suivi, de coordination et d'évaluation des actions. Dans ces conditions, l'ORT est un acteur créateur de droits, droit de préemption urbain renforcé et droit de préemption sur les fonds et locaux artisanaux et commerciaux. Accélération de la procédure liée à l'abandon manifeste d'un bien. Accès au dispositif expérimental du permis d'aménager multisite. Exonération d'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets commerciaux qui s'implanteront dans un secteur d'intervention contenant un centre-ville identifié par la Convention ERT, ainsi que les projets mixtes, commerce-logement de ces mêmes centres-villes. Il vaut notamment l'opération d'amélioration de l'habitat, OPH, lorsque son volet habitat comprend l'ensemble des considérations prévues par la loi, avec la possibilité d'un volet renouvellement urbain, dès lors qu'elle vise notamment à lutter contre l'habitat indigne ou à accompagner les copropriétés en difficulté. Elle apporte ainsi légitimité de l'ensemble de la commune au nouveau dispositif d'aide fiscale à l'investissement locatif en faveur de la rénovation des logements prévu par la loi Finances 2019, dite de Normandie ancien. Ainsi, compte tenu du travail accompli par la définition du projet urbain à travers le programme de reconquête du centre ancien et la définition du centre bourg-centre Occitanie, au vu des premiers échanges engagés avec les services compétents, les conditions sont aujourd'hui réunies pour solliciter l'État et l'ensemble des partenaires potentiels en vue d'élaborer une ORT localisée sur le centre-ville de Clermont, en lien avec son rôle de centralité dans le territoire intercommunal. Il ne faut pas voir cette ORT comme concurrentielle, mais comme complémentaire avec le projet bourg-centre de la région.
Il est donc proposé de solliciter l'État et l'ensemble des partenaires potentiels en vue d'élaborer une ORT localisée sur le centre-ville de Clermont-Lérault en lien avec son rôle de centralité dans le territoire intercommunal. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout acte et pièces relatifs à cette affaire. Merci Jean-Marie et félicitations d'avoir pu faire ton rapport sans lunettes. Je te félicite. C'est pas moi qui fais le secrétariat, mais presque je pourrais. C'est très bien. Jeune, ouais. non oui. Donc chacun mesurera, alors c'est des termes un peu jargonneux, hein, on est sur de la structure, mais chacun relèvera l'importance de ce dispositif, puisque à partir notamment d'un contrat de bourg-centre signé entre la commune et la région, il s'agit finalement de donner un cadre, un périmètre à l'échelle de la ville pour la revitaliser dans tous les domaines, que ce soit l'habitat, les commerces, les services publics. C'est un travail en profondeur qu'il faut engager, de longue haleine, mais il nous semble que le renouvellement, la rénovation de Clermont et son avenir passe par la mise en œuvre de ce genre de dispositif coordonné et concerté. Voilà, donc je vous propose un vote sur des questions d'abord, hein, si vous voulez intervenir. Notre volonté étant de nous tourner vers l'État, la communauté de communes et puis les autres collectivités territoriales, y compris vers des partenaires de droit privé d'ailleurs, pour travailler ensemble à la mise en œuvre de ce schéma cadre. Hein. L'ORT, c'est ça en gros, c'est un cadre, c'est un schéma à partir duquel on pourra travailler sur les différents dossiers de réhabilitation, de valorisation qui nous importent. Voilà, y a-t-il des questions, des interventions? Madame Souleyrac. Appuie sur le bouton. Je voudrais avoir une petite précision, Jean-Marie, parce que je n'ai pas bien compris. Donc là, c'est l'opération du bourg-centre, et l'ORT, c'est complémentaire ou ça n'a rien à voir avec le bourg-centre? C'est simplement c'est pour comprendre, parce que par contre, ce que j'ai bien compris, c'est que c'est fort utile à la commune et que c'est très bien de s'engager à ce dispositif. Mais ce que j'ai pas compris, c'est... Voilà. Je veux répondre, oui. Le contrat de bourg-centre, c'est un élément qui est ciblé principalement sur le centre-ville, le centre ancien. L'ORT, ça offre un cadre partenarial beaucoup plus global de revitalisation d'une commune dans l'ensemble de ses murs. C'est beaucoup plus complet, coordonné. Et ça peut intégrer aussi les communes limitrophes qui seraient candidates. Voilà. Et au niveau du financement, c'est le même financement que le bourg-centre ou c'est un autre, c'est d'autres demandes de subventions? C'est un financement autre. Et on peut cumuler les deux financements? Oui. Parce qu'il y a l'État qui finance principalement sur l'ORT. Oui, merci. Monsieur Ruiz. Alors, j'étais juste à rajouter que je suis soulagé que ce projet aboutisse. Ça fait 4 ans qu'il a démarré. Donc justement, on a fait intervenir au travers de toutes ces demandes et grâce aux agents, je félicite le travail des agents de la mairie, entre autres le DGS qui est ici présent. On peut toucher en même temps justement les ORT, c'est quoi? C'est pour avoir un financement supplémentaire pour abonder dans la revitalisation de ce centre ancien. En même temps, on a engagé aussi au travers de l'OPH tout ce qui est le bâti ancien pour pouvoir le rénover, le réhabiliter. Et en même temps, c'est aussi la rénovation de toutes les places qui sont tout autour, en traitant aussi les places de parking et aussi en permettant et aussi en établissant une étude qui va permettre aussi de pouvoir intégrer aussi du commerce et donc dynamiser ce centre ancien et pour le faire vivre. Donc tout ça, c'est une opération de 4 ans qui aboutit, qui rentre en phase opérationnelle et je suis, comme on dit, soulagé de voir que maintenant on en demande les financements au bout de 4 ans. Merci. D'autres questions? Oui. 2 micros s'allument. Je veux bien, oui. C'est pas des financements, Monsieur Ruiz, qui sont attendus là-dedans. Hein. L'ORT, en fait, c'est une convention. Donc l'objet, c'est déjà de mettre les gens autour de la table. Autour de la table, Monsieur le maire en a parlé, bien sûr, l'État. Ensuite,
le maître d'ouvrage, celui qui sera en capacité de porter l'ORT, c'est la communauté de communes puisqu'elle en a la compétence. Ensuite, il y aura le département, bien entendu, il y aura la région et tout ça. Mais d'abord, il va falloir que chacun donne et dise quels sont les engagements, quelles sont les actions, quels sont les financements que chacun va mettre. Et ça, on commence par ça, par une négociation de chacun des partenaires. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des financements pour l'instant. Pour l'instant, on en est à la phase où il faut se mettre autour de la table et que chacun dise ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Voilà, oui. Juste une petite précision, je rappelle simplement que pour obtenir un financement, il faut faire une demande qui soit étayée. Et à ce titre, elle a été faite par les différents bureaux d'études, je rappelle simplement. Donc, il y a quelques mois en arrière, justement, avec l'Intercour, on a pu mettre en place justement cette ORT, parce qu'il y a besoin d'un financement aussi. Mais en tout cas, quand on rentre en phase opérationnelle, on demande des subventions. Pour demander des subventions, il faut qu'il y ait une étude, ce qui est le cas. Et justement, à ce titre, il y a 5 places qui devraient être traitées prochainement. En tout cas, ça a été repéré par le bureau d'études, aussi bien que l'habitat, aussi bien qu'un déplacement d'eau qui part de la gare jusqu'au château, ça a été tracé dessus. D'ailleurs, il y a tout un dossier qui est à mairie à ce sujet et qui retrace tout ce qui pourrait être fait au travers de ce projet. Bien, merci. Avançons ensemble, mais la campagne est terminée. Bien, donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Très bien, il en est ainsi décidé. Et je passe la parole à Jean-François Faustin. Allez à moi, donc, pour vous parler de l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents de la filière sécurité. Donc, c'est un petit rappel, les agents de la filière sécurité ne sont pas soumis aux conditions d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Alors le thème, ça s'appelle RIFSEP, comprenant l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, l'IFSE, instaurée depuis 2016. Considérant que certains grades de la filière sécurité peuvent bénéficier de l'IAT, il est proposé de l'attribuer en application du décret 91-875 du 6 septembre 91, modifié comme suit. Donc, voilà ce qu'il est proposé. C'est un peu différent de ce que vous avez. Gardien brigadier. Donc, il y en a 2. Le montant moyen annuel est de 469,88. Le coefficient applicateur est 6. Le crédit global voté sera donc de 5 638,56 pour ce grade-là. Le grade brigadier chef principal, donc il y en a 5 dans les services. Le montant moyen annuel est de 495,93. Le coefficient est de 6. Donc pour un total de 14 877,86. On arrive à un total global de 20 515,46. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de l'attribution d'indemnisation et de technicité, donc de l'IAT, selon les conditions présentées, de dire que les crédits d'un montant de 20 516,46 sont inscrits au budget de la collectivité, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Bien, merci Jean-François. Donc l'idée est de passer ce coefficient de 4 à 6 afin de revaloriser cette prime compte tenu des taux pratiqués dans les collectivités qui sont dans des situations comparables. Donc c'est une mesure d'égalité. Et puis je dois dire aussi que je demande beaucoup à notre police municipale, parce que on a une certaine exigence avec les services publics et notamment avec la police municipale qui fait bien son travail de mon point de vue. Voilà, le gain moyen est d'environ 1 000 € par agent et par an, ce qui fait 80 € par mois. Oui, Jean ? Oui, simplement, les chiffres qu'on a, nous, on avait un coefficient multiplicateur simplement de 4. De 4, oui. D'accord.
Donc il aurait fallu marquer qu'on on appliquait le taux maximum. Bon, moi ça ne me gêne pas. Hein. Voilà. Donc, Ce n'est pas le taux maximum. Hein. Voilà. C'est combien le coefficient multiplicateur maximum? 8. 8, d'accord, ok. Autre remarque, je suis un peu étonné que en 2016, bon, il y a eu l'indemnité, pas d'administration, l'expertise et les suggestions de fonction, là, et on n'est pas profité, donc en 2016, de donner l'IAT à la police municipale. Hein. C'est dommage, hein, d'autant que on pouvait l'attribuer depuis 91, donc c'est bien. Je ne peux que constater comme vous. Hein. Voilà, non, mais c'est bien que ça ait été fait, parce que je ne vois pas pourquoi on appliquerait plusieurs poids, plusieurs mesures, quoi. Hein, et ils méritent autant que les autres de bénéficier des primes auxquelles ils ont droit. Voilà. Très bien, merci. C'était la remarque que je voulais faire. D'autres questions? Non? Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il en est ainsi décidé. La parole est à Madame Isabelle Le Goff. La présentation et le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés sont prévus par les articles D2224-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le rapport concernant l'exercice 2019, 6 juin, donc vous l'avez eu en pièce jointe lors du mail de convocation, a été approuvé par le comité syndical du syndicat Centre-Hérault le 23 juin 2020. Après en avoir pris connaissance, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés du syndicat Centre-Hérault pour l'année 2019. Bien. Donc, l'idée est de voter pour prendre acte de la présentation du rapport. Oui. Oui. Effectivement, on a lu le rapport comme tous les ans. Bon, voilà, c'est pas très intéressant de lire un rapport comme ça. Ce qui m'intéresserait peut-être de savoir, puisque vous y avez sûrement réfléchi, est-ce que vous avez l'intention d'avoir un plan pluriannuel par rapport aux colonnes de tri? Est-ce que vous avez pensé au niveau d'enterrer les colonnes de tri? Alors, il y a plusieurs projets. Oui. Le syndicat Centre-Hérault nous a dit qu'au niveau de l'enterrement des colonnes de tri, la structure appartient à la commune, c'est-à-dire la maçonnerie, ça appartient à la commune, et qu'après, il nous fournirait, si on était volontaire, les colonnes à enterrer. C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous avez un plan? Alors, un plan, on a des points sur lesquels on voudrait mettre des colonnes de tri, mais c'est en cours de réalisation. En cours d'étude. Voilà. Très bien, c'est très important. On n'a pas encore un plan pluriannuel véritable, ouais. Mais c'est en projet. C'est une volonté, oui, c'est une volonté de la municipalité de cibler certains points qui sont actuellement sensibles et d'y mettre des colonnes enterrées. Oui. Voilà. Madame Claude Blahault-Poncet. Oui, pareil, par rapport justement à une politique de lutte contre les dépôts sauvages, tout ce qui concerne justement la propreté dans la ville, je pense qu'il est important de lier ce point-là à toute une volonté de mise en place de ce type d'action. Monsieur Garcia. Oui, puisqu'on est sur les colonnes, ma question serait, est-ce qu'il existe des colonnes où on peut se dispenser d'ouvrir le volet? Parce qu'à force de mettre des déchets, ces volets sont vraiment dans un état lamentable. Alors je ne sais pas, peut-être ça n'existe pas, mais je sais que pour les poubelles, il y a une pédale qui permet d'ouvrir et puis de mettre des emballages sans toucher le volet, parce que comme c'est jamais désinfecté, c'est vraiment dans un état, pour certaines, un peu... Bon, Isabelle. Alors je ne sais pas si ça existe ou pas, je pose la question. Voilà. Actuellement, le syndicat Centre-Hérault a une politique de réhabilitation des colonnes, c'est-à-dire que les colonnes qui sont vraiment vieilles, ils les changent par des colonnes au design un peu plus attractif. Les colonnes qui sont moyennement vieilles vont être réhabilitées par des bandeaux un peu plus esthétiques.
À ma connaissance, il n'y a pas de possibilité de ne pas avoir de clapet, étant donné qu'il faut éviter les intrusions de l'eau de pluie, etc., etc. Ce que je peux dire par rapport à l'entretien des colonnes, le syndicat Centre-Héros a conclu un marché avec une entreprise pour un nettoyage une fois tous les 2 ans des colonnes. Jusqu'à présent, c'était un financement qui n'était pas du tout à l'ordre du jour, c'est-à-dire que lorsque le budget était voté, systématiquement, la ligne du nettoyage des colonnes était mise de côté pour des problématiques plus urgentes, des financements plus urgents. Donc là, cette année, il y a un nettoyage qui a été voté par un prestataire privé et les colonnes seront donc nettoyées une fois tous les 2 ans. On espère tous que le lavage des colonnes sera fait de façon beaucoup plus fréquente et les problématiques que nous rencontrons sur Clermont-Lérault sont communes à l'ensemble des communes du territoire. Ça n'est pas spécifique à Clermont-Lérault. Non, mais ça, je m'en doute. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y avait un service qui passait pour désinfecter les colonnes. Et ça fait déjà bien longtemps que c'est plus le cas, quoi. C'est dommage parce qu'en l'état actuel des problèmes sanitaires, ça en fait partie, quoi. Voilà. Merci. Bon, merci. Ça va, Isabelle? Oui, Isabelle, tu veux... Je voudrais juste revenir sur un point. Nous allons avoir, nous, en tant qu'élus, un débat à avoir au niveau du traitement et de la taxe pour l'enfouissement. Il faut savoir que le centre de Soumont, la délégation préfectorale pour l'enfouissement à Soumont arrive à échéance en 2022, que si l'on veut que l'enfouissement puisse continuer à Soumont, il va falloir diminuer nos déchets. Donc ça veut dire que nous allons devoir tous, en tant qu'habitants de Clermont-Lérault et du territoire, mener une politique non seulement pour améliorer notre tri, mais aussi une politique pour arriver à un meilleur zéro déchet. Voilà. J'ai terminé. Bien, merci Isabelle. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, il en est ainsi décidé. Rapport numéro 15, nous arrivons à la fin, nous acheminons vers la fin de l'ordre du jour. Jean-Marie, urbanisme. Approbation de la convention avec Hero THD pour la mise à disposition de parcelles destinées à abriter les installations d'un réseau de communication électronique appartenant au domaine public non routier d'une personne publique, qui est Hercule-Côte à Clermont. C'est la fibre en fait. Voilà. La société Hero THD dans le siège social, etc., a été désignée par le département comme son délégataire de services publics pour la construction, l'établissement et l'exploitation du réseau de communication électronique à très haut débit, réseau FFTH. Dans le cadre de ce déploiement, les membres du conseil municipal, lors de la séance du 6 février 2020, ont donné autorisation de principe à Hero THD pour la mise en place d'une armoire technique au quai Carnot, à l'angle de la place Jean Jaurès. La convention ici présentée vient donc formaliser cette opération et énonce les conditions dans lesquelles la collectivité autorise Hero THD qu'il accepte à occuper les parcelles définies en annexe, dépendantes du domaine public de la collectivité pour l'installation, l'exploitation et l'entretien du réseau FFTH. Il précise que cette convention, conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public, prendra effet à compter de la signature des deux parties et restera en vigueur jusqu'au 6 février 2043. Hero THD prendra à sa charge tous les travaux d'installation des équipements de réseau FFTH et en assumera l'entretien et les éventuelles modifications après en avoir informé la collectivité. Il est proposé que la redevance d'occupation de cette opération s'élève à 0 €. Il demande aux membres du conseil municipal de prendre connaissance de la convention présentée, de se prononcer sur cette proposition et d'autoriser monsieur le maire, en cas d'absence, le premier adjoint, à signer tout acte et pièces relatifs à cette affaire. Merci Jean-Marie. Donc c'est le déploiement de la fibre optique pour le très haut débit qui continue du côté du quai Hercule-Côte après les conventions déjà passées pour la rue René-Gosse et la rue Louis-Blanc. Voilà. Oui, un petit mot, parce que c'est vrai que dans
dans un contexte, le contexte dans lequel nous vivons, sanitaire, dans lequel énormément de gens sont à l'heure actuelle en télétravail. Il est évident que le choix qui a été fait par le département il y a 4 ans de se lancer dans le très haut débit est en train de porter ses fruits, et Clermont-Lérault va être complètement équipé d'ici la fin 2021, et c'est super et c'est attendu. Très bien, merci. Donc, autre intervention? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Nous en décidons ainsi. Dernier point. Non, c'est l'avant-dernier point. Toujours l'incontournable Jean-Marie sur la liste des DIA non préemptés, voilà, que personne ne cherche à contourner d'ailleurs. Non. Donc, vous avez pris connaissance, je suppose, de toute cette liste. Donc, je ne fais pas... je fais pas la liste. Bon, voilà. Donc, voilà, s'il y a des questions, puisque vous avez déjà pris connaissance. C'est bon, Gérard. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire, là, Jean-Marie? Voilà, vous avez la liste des DIA non préemptés, j'en signe, etc. Elle est là. Okay. Mais il n'y a pas de vote, là. Hein. Il n'y a pas de vote. Hein. Donc c'est simplement une présentation, il y en a pas mal. Et le dernier rapport, c'est encore Jean-Marie, relatif aux décisions prises par le maire en application de l'article du Code général des collectivités territoriales. C'est un rapport qui appartient par tradition, m'a-t-on dit, au premier adjoint. Très bien. Voilà. Donc je suppose que vous l'avez vu aussi, on peut aller là-dessus, il y en a moins, on peut le dire, on peut en parler. Fixation d'un tarif pour l'installation des commerçants sur l'espace public à l'occasion des marchés nocturnes et des jeudis du terroir. C'était début juillet. Modification du tarif du droit d'installation des commerçants sur l'espace public, parce que voilà, ça suit le premier, c'était le 23 juillet. 26 août, signature d'une convention de mise à disposition du pavillon Léon Blum au profit du cabinet Tizi Formation. Début septembre, le 7 septembre, pour l'entreprise Fabienne Couture et pour la SRL Moncado, modification de la redevance d'occupation du local commercial. C'est lié à la période de fermeture due à la crise sanitaire. 7 septembre aussi, c'est la même chose qu'au-dessus, mais pour le cessa de l'ensoleillade, donc modification de la redevance d'occupation du local commercial appartenant à l'école d'Odé pendant la période de fermeture. Ensuite, le 9 septembre, modification du montant de la redevance terrasse sur la période d'interdiction d'ouverture en application à la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie. Le 21 septembre, demande de permis de construire pour les modules Algeco à l'école Jean Rostand. Toujours 21 septembre, demande de subvention à la DRAC pour réalisation des travaux extérieurs du clos et du couvert de la chapelle Notre-Dame du Pérou. Demande de subvention à la DRAC pour la révision et la mise hors d'eau de l'espace des pénitents. Demande de subvention à la DRAC pour la réalisation des travaux d'entretien des façades de l'église Saint-Paul. J'ai terminé. Voilà. Laurent. Oui, pour terminer ce conseil municipal, j'aurai une requête adressée au conseil municipal. C'est chiant. Suite aux dernières déclarations de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et en tant que fervent défenseur de la cause animale, je vous demande, monsieur le maire, de songer à interdire la présence de cirques avec animaux sur la commune de Clermont-Lérault. D'avance, merci. Oui, alors là, Laurent, je te rassure. Je sais, mais je l'ai dit. Je ne suis pas un fanat des animaux dans les cirques. Bien sûr, en règle générale, ils ne sont pas heureux. Or, les animaux, il faut les aimer et les rendre heureux, comme les humains. Voilà. Alors, un cirque qui fait des jongleries, qui fait des acrobaties, etc., on en voit très sympa. Oui, mais avec des lions à moitié morts et tout le Saint-Fusquin, là, non, c'est pas mon truc. Voilà. Merci beaucoup et au prochain rendez-vous, en principe le 5 novembre. Merci au public également.